Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Optimum. Aujourd'hui, nous poursuivons l'analyse néoclassique de l'offre de travail à l'échelle individuelle en nous focalisant sur les chocs, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui vont influencer la quantité de travail offerte par les individus. Pour ce faire, commençons d'abord par étudier les effets de l'augmentation des revenus non issus du travail. Donc par exemple, vous gagnez une grosse somme au loto. Nous avons étudié dans une précédente vidéo ce graphique où l'on retrouve notre contrainte budgétaire de pente -W, le point de dotation E, qui pour rappel représente la consommation permise grâce à la richesse d'un individu, et le point de maximisation de l'utilité A, qui est atteint lorsque la pente d'une courbe d'utilité est égale à la pente de la contrainte budgétaire. Alors quels sont les effets d'une augmentation de I sur le temps de travail ? Typiquement, on fait face à deux scénarios qui dépendent de la nature du bien loisir. Soit le loisir est considéré comme un bien inférieur, soit il est considéré comme un bien normal. Voyons d'abord le cas d'un bien inférieur. Nous appliquons donc une augmentation de I de la sorte. Le point de dotation E change de position, et donc on a une translation de la contrainte budgétaire vers le haut, puisque le salaire horaire reste inchangé. Dès lors, un nouvel arbitrage loisir-consommation doit être réalisé par l'individu. On trace donc une nouvelle courbe d'utilité U2, et on en déduit ainsi un nouvel équilibre A', situé à gauche de l'équilibre initial A. Ainsi, si le loisir est un bien inférieur, alors sa consommation diminue lorsque I augmente. De manière plus générale, on appelle donc bien inférieur un bien dont la demande diminue lorsque le revenu augmente. Cela se traduit par une élasticité revenu négative. Pour rappel, l'élasticité revenu d'un bien ou d'un service mesure la sensibilité de la demande d'un bien ou d'un service lorsque le revenu d'un agent varie. On l'obtient en divisant la variation relative de la demande d'un bien ou d'un service par la variation relative des revenus des ménages. Voyons maintenant sur ce nouveau graphique le cas où le loisir serait un bien normal. Nous appliquons le même procédé que précédemment, augmentation de I, translation de la contrainte budgétaire vers le haut et détermination d'un nouvel optimum. Cette fois, le point A' est situé plus à droite que le point A. Donc, si le loisir est un bien normal, alors si I augmente, alors le temps consacré par l'individu au loisir augmente également. Et de manière plus générale, on dit donc d'un bien qu'il est normal si sa demande augmente avec le revenu, soit lorsque l'élasticité revenu est positive. Empiriquement, qu'en est-il ? Plusieurs études ont été menées sur les gagnants à la loterie ou sur les personnes qui héritent de sommes d'argent importantes. Et dans la plupart des cas, il est montré que ces individus réduisent leur temps de travail quand leur richesse augmente. Les économistes font donc l'hypothèse que le loisir est un bien normal. Étudions maintenant un second type de choc, la variation du prix d'un bien ou service, soit dans notre modèle, lorsque le salaire horaire varie. L'économiste et prix Nobel britannique John Hicks distingue deux types d'effets engendrés lors de la variation du prix d'un bien ou d'un service. Un effet revenu d'abord, qui est lié à la variation du pouvoir d'achat d'un individu sans modification du prix relatif entre les deux biens étudiés. C'est ce que nous avons vu précédemment, sous l'hypothèse de normalité du loisir. Si I augmente, alors le nombre d'heures travaillées diminue. Mais aussi un effet substitution qui intervient lors d'une modification du prix relatif entre les deux biens, soit lorsque W varie dans notre modèle. Généralement, si le salaire horaire augmente, alors le coût d'opportunité du loisir augmente également, d'où une augmentation du temps de travail. On se rend donc compte ici que effet revenu et substitution n'agissent pas dans le même sens. Ainsi, là encore, on peut distinguer deux scénarios. Voyons d'abord lorsque l'effet revenu est dominant. Sur notre graphique à gauche, on applique une augmentation du salaire horaire W, ce qui se traduit par une rotation de la contrainte budgétaire autour du point de dotation E vers le haut. On trace une nouvelle courbe d'utilité U2 pour déterminer le nouvel optimum. On peut considérer l'ajustement en deux temps. D'abord, puisque W augmente, l'individu pour un même temps de travail gagne plus d'argent. Étant donné que le loisir est par hypothèse un bien normal, alors il est encouragé à travailler moins pour augmenter son temps de loisir. Comment cela se traduit-il graphiquement ? Il faut tracer une droite parallèle à la contrainte budgétaire initiale qui est tangente à la courbe d'utilité U2. Dans notre cas, la droite verte est tangente à U2 au point B, qui traduit l'effet revenu. Le point B est logiquement situé plus à droite que le point A. Puis intervient l'effet substitution. Puisque le salaire horaire a augmenté, le coût d'opportunité du loisir augmente également. Il est donc rationnel pour l'individu de substituer du temps de loisir par du temps de travail et donc de la consommation. On trouve ainsi le nouvel optimum au point C. Dans notre cas, l'effet revenu domine l'effet substitution, donc le point C est placé à droite du point A et le temps de travail diminue. A l'inverse, lorsque l'effet substitution est dominant, alors le temps de travail augmente avec l'augmentation de W. C'est exactement le même processus d'ajustement que celui vu précédemment. Variation de W, nouvelle contrainte budgétaire, effet revenu déterminé grâce à la droite verte parallèle à la contrainte budgétaire initiale et tangente à la courbe d'utilité U2, et enfin,
effet substitution pour arriver au point optimal. Nous avons donc abordé dans cette vidéo consacrée au choc sur l'offre de travail les notions de biens inférieurs et normaux, d'élasticité revenu, d'effet revenu et d'effet substitution. Il faut ici retenir l'hypothèse de normalité du loisir en cas d'augmentation de la richesse d'une part, et de l'autre qu'en cas de variation du salaire horaire, l'effet global est plus difficile à déterminer en raison des deux effets concurrents que sont l'effet revenu et l'effet substitution. Merci pour votre écoute, nous en avons donc fini avec l'étude de l'offre individuelle de travail. Nous pourrons donc désormais étudier l'offre agrégée de travail et l'élasticité de l'offre dans la prochaine vidéo.